Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Ce week-end avait lieu le Final Six de l'Euroleague Women, un nouveau format pour clôturer la saison et découvrir qui serait le nouveau champion d'Europe. Et alors qu'elles étaient loin d'être favorites en début de week-end, c'est bien l'équipe de Prague qui s'est imposée et est devenue championne en battant Mersin en finale après 3 prestations de très haute facture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc revenir sur ce qui s'est passé pendant ce long week-end basket. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on commence comme chaque semaine par les news. Et la première grosse info de la semaine, c'est le retour d'Alexia Cheri sur les parquets la saison prochaine. L'internationale française, qui avait pris une année de pause dans sa carrière, fera son retour à Villeneuve d'Ascq, puisqu'elle a signé un contrat de 2 ans avec le club champion d'Eurocup. Un retour qui me fait extrêmement plaisir, puisque je vais enfin pouvoir redire faute intelligente d'Alexia Cheri. La deuxième actualité de la semaine, c'est la signature de Carla Leight à Saragossa, un an seulement après son arrivée à Villeneuve d'Ascq et une saison individuelle très correcte. La jeune joueuse française décide d'exporter ses talents de l'autre côté des Pyrénées et rejoint un club bien implanté en Euroleague qui manque cruellement de création offensive, rôle qu'elle pourra remplir à la perfection, en attendant évidemment de voir son évolution après quelques mois passés en WNBA. Et la dernière actualité, c'est un plus gros morceau puisque l'Euroleague a enfin décerné les trophées de la saison et comme on pouvait s'en douter, il y a des choix vraiment très douteux. À commencer par le coach de l'année, puisque dans les finalistes, Natalia Ikova n'était même pas nommée, et c'est Robin Burgos, le coach de Valence, qui a remporté le trophée. Comme vous l'avez vu dans la vidéo du mois dernier, ce n'était pas mon choix, mais au moins ça nous évite d'avoir Valérie Garnier en tant que coach de l'année. Passons aux 2 trophées qui ne souffrent d'aucune contestation, c'est le trophée de défenseur de l'année et de jeune joueuse de l'année, et c'est Gabby Williams et Iliana Martin qui ont remporté ces trophées. Aucune surprise donc, puisque les 2 joueuses étaient largement favorites dans la course pour ces 2 récompenses. La dernière récompense individuelle, c'était le trophée de MVP. Et cette fois-ci, la concurrence était rude puisque Gabby Williams, Iliana Rupert et Emma Messman étaient toutes les 3 au coude à coude. Mais pour la 3e année consécutive, c'est l'intérieur belge Emma Messman qui remporte le trophée de meilleure joueuse de la saison. Et même si ce n'était pas mon vote personnel, puisque je trouve la saison d'Iliana absolument impressionnante, il n'y avait pas vraiment de mauvais choix pour le trophée de MVP, tant les 3 joueuses ont dominé des 2 côtés du terrain. Et donc malgré ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun scandale sur le fait qu'Emma soit la MVP de la saison en Euroleague. Passons maintenant au sujet un peu plus épineux qui concerne les 3 équipes de l'année. Oui, car cette année, l'Euroleague a décidé de créer 3 équipes pour récompenser les meilleures joueuses de la saison. Et comme vous avez sûrement dû le voir ce week-end, elles n'ont pas beaucoup de sens. À commencer par la 3e équipe qui comprend Pauline Astier, Valériane Ayayi, Janelle Salin, Mariona Ortiz et Emi Okonko. Si en entendant ces 5 noms vous n'avez pas eu un froid dans le dos, c'est que vous n'avez pas suivi la saison d'Euroleague avec attention, puisque dans aucun monde, les 3 Françaises que j'ai citées ne doivent apparaître que dans le 3e 5 de la saison. Que l'Euroleague décide de mettre Emi Okonko dans ce 5, étant donné que c'est la meilleure scoreuse de Bourges, pourquoi pas, je peux l'entendre, on veut récompenser encore une fois les points marqués, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais que Mariona Ortiz, qui fait une saison très moyenne, se retrouve dans le 3e 5 de la saison, c'est quand même très fort. Passons maintenant au 2e 5 de la compétition, composé de Yvonne Anderson, Julie Allemand, Dorca Iwaz, Breonna Jones et Natasha Howard. Pour Breonna Jones et Natasha Howard, je ne trouve pas qu'il y ait réellement de discussion. Les deux ont été très dominantes dans leur registre. Par contre que Dorca, qui est une joueuse que j'adore, se retrouve dans le 2e 5 alors que c'est Janelle qui a tenu l'équipe à bout de bras pendant toute la saison et qu'elle n'est arrivée réellement à jouer qu'à partir de janvier, c'est quand même un peu culotté. Pour Yvonne Anderson et Julie Allemand, leurs saisons sont plus que correctes, mais sur des postes de meneuse arrière, je trouve que Pauline Astier méritait amplement plus sa place dans ce 2e 5. Voire même, pourquoi pas, Iliana Martin, dont j'ai parlé dans la vidéo du mois dernier. Et dans le premier 5 de la compétition, pas de surprise, les 3 finalistes MVP en font bien partie, Emma Messman, Gabby Williams et Iliana Rupert. La première surprise cependant, c'est la présence de Maria Condé, qui, si vous voulez mon avis, mérite amplement sa place dans ce 5 vu son début de saison. Malheureusement, victime d'une rupture du tendon d'Achille début janvier, elle n'a pas pu prendre part à toute la dernière phase de l'Euroleague. Malgré tout, sa présence dans le 5 ne me semble pas volée, étant donné que c'était la meilleure joueuse de Prague sur le début de saison, et de très loin. Et la dernière joueuse de ce premier 5,
Asseyez-vous si ce n'est pas déjà fait puisque ça peut vous faire un choc, c'est Alina Yagupova. Oui, oui, vous avez bien entendu, Alina Yagupova, la joueuse de Valence, se retrouve dans le premier 5 de la saison. Alors je ne sais pas si dans les critères il y avait le nombre de pertes de balles par match, le manque d'efficacité ou la peur de prendre ses responsabilités quand son équipe en a besoin, mais en tout cas, Yagupova a été plébiscitée par les votants et se retrouve donc dans ce 5 étant la meilleure scoreuse de Valence sur la saison, avec cependant des moyennes très basses, il est important de le rappeler. Mais bon, que voulez-vous, comme je vous avais prévenu, ces trophées sont souvent seulement politiques et ça ne sert pas à grand chose de s'offusquer. Avant de revenir en détail sur la grande finale, on va revenir sur ce qui s'est passé pendant ce Final Six beaucoup plus rapidement, à commencer par les quarts de finale, et le premier match de ce long week-end, c'était Skio contre Prague, un match qui a été très intéressant tactiquement, puisqu'on a senti que Skio avait très bien scouté Prague. L'équipe italienne avait décidé de blitzer sur tous les pics, rendant la vie très difficile aux joueuses extérieures de l'équipe tchèque, étant donné que seul Teja Oblak a réellement la qualité pour se débarrasser de ce type de défense. Prague a malgré tout réussi à dérouler grâce notamment à une excellente Valeriana Yayi en début de match, puis Brionna Jones et Teja Oblak ont pris le relais au scoring pour alimenter la marque. Côté Skio, le tournant du match a surtout été la quatrième faute de Kitty Alaksa. Avec 2 fautes dans le deuxième quart-temps, elle est restée sur le terrain et a enchaîné par une faute personnelle puis une faute technique dans la foulée, la clouant sur le banc jusqu'au début du quatrième quart-temps. Déjà privée de Dojkic pour ce match, l'équipe italienne a vraiment souffert offensivement, étant en gros manque d'adresse et ne proposant pas assez de mouvements pour se débarrasser de la défense de Prague. Prague s'impose donc 79 à 72 et rejoint Fenerbahçe en demi-finale de l'Euroleague. Le deuxième quart de finale, c'était l'opposition entre Mersin et Bourges. C'est la troisième fois de la saison que ces deux équipes s'affrontaient, et comme lors des 2 premiers affrontements, Bourges a vraiment posé des problèmes à cette équipe de Mersin, avec Natasha Howard qui était encore jetlaguée et qui n'arrivait pas à poser un dribble, et Iliana Rupert qui a été en grosse galère avec son adresse. Mersin s'est rendu le match très compliqué et aurait même pu le perdre si Bourges avait eu un peu de réussite au tir en fin de match. Car oui, Bourges peut s'en vouloir très très fort, ayant eu 3 ou 4 lay-ups dans les dernières minutes pour revenir au score, par l'intermédiaire de Kariata Diaby, Artemis Panou ou Emi Okonko, qui ont toutes les 3 vendangé des actions toutes faites. Malgré tout, Bourges a été plutôt bien dans l'attitude, essayant de mettre du rythme offensivement. Malheureusement pour elles se sont heurtées en deuxième et en quatrième quart-temps à la zone de Mersin, une zone très statique que le staff de Bourges n'avait sûrement pas jugé pertinent de scouter, alors que Mersin l'utilise depuis déjà des mois, puisque l'équipe berruyère a galéré à placer la moindre attaque face à cette défense. Résultat, 10 points marqués dans le deuxième quart-temps, 10 points dans le quatrième, et Mersin s'impose 66 à 59 et file en demi-finale pour retrouver Valence qu'elles avaient déjà affronté au play-in. Et pour ces 2 demi-finales, commençons par la plus mauvaise, puisque c'était une purge sans nom. Je parle bel et bien du match entre Valence et Mersin, un match sur un faux rythme qui avait l'air de convenir parfaitement aux 2 équipes. Heureusement pour nous, le match de Marine Fotoux a été le petit rayon de soleil de cette rencontre, car malgré un temps de jeu limité à 18 minutes, elle a fait un boulot monstre, que ce soit défensivement ou offensivement, permettant notamment à son équipe de retrouver des couleurs lors du deuxième quart-temps. Du côté de Valence, privé de Carl Cassas opéré la semaine dernière, on avait très vite compris le plan de jeu, battre Mersin par de l'adresse extérieure. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, et malgré une belle adresse en début de match, l'équipe espagnole termine à 9 sur 33 au tir à 3 points. Oui, oui, 33 tirs à 3 points sur la rencontre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est en Euroleague. Encore une fois, totalement gêné par la zone de Mersin. Et c'est à se demander si les équipes de ce Final Six ont réellement scouté leur probable adversaire. Le match s'est alors joué sur les dernières possessions. Un takeover de Yvonne Anderson qui met 2 paniers très très clutch. Et après un dernier temps mort par le club espagnol et un système dessiné par Ruben Burgos, coach de l'année, ne l'oublions pas, Valence a presque réussi à égaliser. Ah non, en fait, elles n'ont pas réussi à prendre un tir, en fait. Très bon système, Ruben. Mersin s'impose donc de 2 points et file en finale. Et l'autre demi-finale, c'était le choc entre le Fenerbahçe et Prague, et il n'y a pas eu de match. Ça a été une leçon de basket de la part de l'équipe tchèque, qui a remporté tous les cartons, a maintenu Prague à seulement 18 rebonds pris sur le match,
a limité l'équipe turque à 25% de réussite de loin et a totalement empêché le jeu de transition, obligeant Emma Messman et ses coéquipières à jouer sur jeu placé, chose qui ne leur réussit absolument pas depuis le début de saison. Car oui, tous les défauts qu'on avait pu remarquer sur cette équipe du Fenerbahçe sur les vidéos précédentes ont été cristallisés par le jeu de Prague, incapable de contrôler son propre rebond, incapable de mettre en place quoi que ce soit offensivement, des joueuses qui se regardent jouer les unes après les autres et des réactions d'orgueil au compte-gouttes venant de Julie Allemand d'un côté, de Niara Sabali de l'autre, puis de Gabi Williams. Mais rien collectivement. Au final, c'est une défaite de 20 points pour le club turc, mais vous m'auriez dit qu'il y en avait 50 sur le match, je vous aurais cru sans aucun problème. Elles ont été dominées dans absolument tous les compartiments du jeu, et Prague s'est régalé, privé d'une titulaire du plus sur ce match, puisque Maïté Cazorla s'est blessée lors du quart de finale et n'a pas joué cette rencontre. Avec cette absence, c'est le collectif tout entier qui a pris ses responsabilités, avec 6 joueuses à plus de 10 points sur le match, dont 4 avec au moins 15 points sur la rencontre. Une leçon de basket donc qui permet à Prague de rejoindre la finale après avoir éliminé les doubles tenantes du titre. Et avant de passer à la finale, on revient sur le match de la 3e place remporté par le Fenerbahçe, dans, vous l'aurez deviné, une nouvelle purge. Privé de Laetitia Romero qui s'est blessée lors de la demi-finale contre Mersin et qui a d'ailleurs été opérée aujourd'hui même, Valence a souffert dans la création de son jeu offensif et le Fener en a profité. Malgré tout, l'équipe espagnole s'est accrochée et c'est Tina Charles qui a permis au Fener de faire l'écart en deuxième mi-temps. Rien de très important à retenir sur ce match, si ce n'est que Raquel Carrera retrouve petit à petit des sensations. On l'a vu tenir des switches sur Julie Allemand ou Gabi Williams, forçant même des pertes de balles, mais également rendre la vie très compliquée à Emma Messman. Et je pense d'ailleurs qu'au top de sa forme, Raquel Carrera est la seule joueuse européenne capable d'embêter réellement Emma Messman sur toute une rencontre. Alors on a fait le tour pour tous ces matchs, on va désormais décrypter ce qui s'est passé pendant la finale. Vous l'avez vu, c'est bien Prague qui est devenu champion d'Europe grâce à une victoire en finale, un match qu'elles ont maîtrisé pendant environ 30 minutes. Dès l'entame du match, l'équipe tchèque a pris le contrôle de la rencontre, infligeant un 10-0 cinglant à l'équipe turque. Marine Johannes s'est ensuite réveillée pour les siennes, nous offrant des actions de très haut niveau, dont un caviar de passe pour Natasha Howard en plein dans le trafic. Mais si Merci n'a pu compter en début de match sur Marine Johannes, c'est une autre Française qui a crevé l'écran lors du premier quart-temps, et c'est Valeriana Ayayi du côté de Prague. La capitaine des Bleus a pris un coup de chaud monstrueux avec pas moins de 4 tirs à 3 points et termine le premier quart-temps avec 14 points à 4 sur 5 longue distance. Et au vu de la physionomie de la première mi-temps, on pensait que le match était déjà plié, Prague ayant compté jusqu'à 17 points d'avance avant que Mersin n'arrive à revenir à 13 points après les 20 premières minutes. Et au retour de la mi-temps, on est rentré dans un match de run, puisque Mersin s'est enfin mis à défendre en indiv avec de l'intensité, chose qu'on n'avait pas vue de leur part depuis le début du week-end, et a commencé le quart-temps par un run de 13-0 pour revenir à égalité. Prague n'arrivait plus à rentrer dans la zone à 3 points, en voyant des prières à droite à gauche, puis le retour de Teia Oblak sur le parquet leur a permis de renchaîner avec un run de 7-0 pour reprendre un petit peu d'air. Mersin a lâché trop d'énergie pour essayer de revenir dans le troisième et s'est effondré petit à petit dans le quatrième quart-temps. Et on va donc décrypter ce qui s'est passé pendant cette rencontre et comment Prague a réussi à déjouer la zone qui avait posé tant de problèmes aux autres équipes de ce Final Six. Commençons dans le premier quart-temps, où après son run de 10-0, Prague a un petit peu pris l'eau et Mersin était revenu à égalité. C'est à ce moment-là qu'Ahmet Kandemir, le coach de Mersin, a décidé de passer en zone et de la manière la plus simple possible, Prague a réussi à déjouer totalement cette défense. Esmeov se présente poste haut, Maïté Cazorla va très vite la servir, Marine Johannes ne conteste pas assez de déplacement, Natasha Howard sort un petit peu loin, laissant Vioralova totalement isolée dans le dos de la défense. Sur la ligne de fond, on voit Valeriana Ayayi qui coupe côté ballon et Izzy McBegor qui va servir de leurre dans le short corner. Au moment de la réception du ballon par off, Marine Johannes se rend compte qu'elle a laissé Vioralova toute seule à l'opposé. Iliana Rupert et Bridget Carlton ne se parlent pas et sont à deux pour défendre Izzy McBegor qui n'est absolument pas une menace à cet endroit du terrain, laissant Valeriana Ayayi absolument seule dans le corner. Esmeov va alors la servir et notre Valou national va alors commencer son show à 3 points. Une fixation poste haut, une défense qui ne communique pas assez et Prague s'est retrouvé avec énormément de tirs ouverts sur ce début de match. Ça a été notamment le cas une nouvelle fois
avec Hoff qui se retrouve poste bas. Carlton et Iliana Rupert vont venir prendre à deux. Malgré 4 extérieurs sur le terrain, le spacing de Prague n'est pourtant pas forcément génial. Cependant, Hoff va réussir à trouver la skip pass pour Valerian Ayayi à l'opposé. Carly Samuelson est en retard et n'arrive pas à contester le tir. Et c'est une nouvelle fois une ficelle pour Valerian Ayayi. Mais au-delà de l'aspect tactique, c'est surtout à l'envie que Prague a dominé sur cette première mi-temps, notamment sur cette situation. On le voit, Vorakova va prendre un tir à 3 points assez tôt dans la possession puisqu'il reste encore 15 secondes. Et regardez le comportement de Breonna Jones à l'opposé. Au moment où le tir est déclenché, elle est derrière Natasha Howard. Cependant, à partir du moment où le ballon est en l'air, on voit le travail de Breonna Jones pour passer devant sa joueuse. Son déplacement et sa force physique lui permettent de mettre Natasha Howard dans son dos. Et même si la joueuse de Mersin est beaucoup plus longue et athlétique que Jones, elle arrive tout de même à prendre le rebond. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire pour l'arrêter. Et il y a eu des vrais soucis défensifs dans cette équipe de Mersin en première mi-temps, comme sur cette situation, un pick and roll classique entre Teia Oblak et Hoff. Carly Samuelson est bien dans l'aide, le positionnement est très bon, et on voit que Maria Arrojo, qui défend sur la poseuse d'écran, est en couverture drop. Yvonne Anderson n'est pas du tout dans l'aide, et Iliana Rupert l'est un petit peu trop. Et encore une fois, la lecture de Breonna Jones est excellente, puisqu'elle voit qu'Iliana est un petit peu trop avancée vers la porteuse de balle, et elle peut alors plonger dans son dos. C'est ce qui va se passer juste ici. Teia Oblak va driver jusqu'à la ligne des lancers francs. On voit que Carly Samuelson n'est plus aussi avancée dans l'aide qu'elle ne l'était sur la photo précédente, ce qui permet à Breonna Jones de filer dans le dos de tout le monde et d'aller terminer sur un lay-up très facile. Après, il faut le noter, une magnifique passe de Teia Oblak. Et Breonna Jones a vraiment fait un chantier sur ce match, avant tout grâce à son sens du placement, comme on le voit juste ici. Sur un drive de Vorakova qui a pris le dessus sur Marine Johannes sur la zone, Breonna Jones est au contact avec sa joueuse Natasha Howard au poste bas. Et on va le voir au moment où Vorakova s'avance dans la raquette, elle va se reculer d'un petit pas alors que Natasha Howard est venue aider, ce qui permet à Vorakova de lui donner le ballon pour finir sur 2 points. C'est peut-être anodin pour certains, mais ce petit pas de recul permet d'ouvrir totalement l'angle de passe et de prendre l'avantage sur la joueuse défensive. Mais comme je vous le disais, le rêve éveillé de Prague a commencé à tourner au cauchemar dans le troisième quart-temps de par la défense de Mersin. Alors que la défense était très passive en première mi-temps, on a retrouvé une équipe de Mersin extrêmement agressive sur les porteuses de ballon, blitzant tous les écrans, une stratégie que Skio avait utilisée lors du quart de finale et qui avait très bien fonctionné pour gêner les porteuses de balles de l'équipe tchèque. Et regardez sur cette situation, on a Vioralova qui se retrouve repoussée jusqu'à la ligne médiane par Marine Johannes, l'obligeant à forcer une passe sur Hoff. Une fois que le ballon est capté, elle va se retourner pour voir Breonna Jones seule dans la zone intermédiaire vers 0 degré. Et ici, on peut se dire que ça termine en panier facile pour Jones, mais non, puisque la défense revient très bien. Iliana Rupert absorbe excellemment bien le contact et arrive à contrer ce tir de Breonna Jones. Et c'est sur ce genre d'action qu'on voit vraiment la différence d'implication des joueuses de Mersin comparée à la première mi-temps. Alors qu'elles auraient sûrement lâché très vite en première mi-temps, on les voit toutes revenir dans la raquette pour gêner le tir ou aider au rebond, un effort collectif qui leur a permis de gêner fortement cette équipe de Prague. C'est également le cas sur la situation suivante, où ici on a une situation d'aide très classique. Maite Cazorla a enfin réussi à passer la première ligne de défense de Mersin, mais elle se retrouve avec Iliana Rupert et Bridget Carlton dans l'aide. Regardez ici le comportement d'Yvonne Anderson, qui a vu qu'Iliana Rupert intervenait sur la porteuse de balle. Elle se dirige donc tout de suite vers Breonna Jones pour laisser Iliana prendre le relais avec Maite Cazorla. C'est chose faite ici puisque Iliana va contrer ce tir et permettre à Mersin de revenir un petit peu plus dans le match. Iliana a vraiment été impériale lors du troisième quart-temps défensivement, que ce soit sur ses déplacements, sur ses deflections, sur ses contres, ses contestations de prise de position ou même ses interceptions. Elle a fait un carton 3 de très très haut niveau défensivement et a retrouvé un petit peu d'adresse. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Mersin d'enfin avoir du mouvement en attaque, alors qu'on avait l'habitude depuis le début du tournoi de voir une succession de 1 contre 1 ou de pick and roll. Ici, on le voit en début de quatrième quart-temps avec Marine Fotoux qui prend le pick de Natasha Howard. Breonna Jones est en drop pour empêcher la pénétration de Marine Fotoux. Elle va alors trouver Natasha Howard après l'écran. Le ballon n'est pas très bien capté. Vioralova vient aider et laisse Marine Johannes seule dans l'aile. Breonna Jones lit bien la situation et arrive à se placer entre les deux pour dissuader la passe vers Johannes, mais Natasha Howard a vu le comportement d'Iliana Rupert qui a remarqué qu'Ezzy McBegor ne prêtait plus attention à ses déplacements. Elle peut alors couper dans le dos pour finir sur un lay-up très facile pour elle. Et ce sont des situations qu'on a malheureusement trop peu vues du côté de Mersin,
puisque malgré tout ce talent offensif, l'équipe s'en est trop souvent remis à des exploits personnels. Et cette très bonne séquence de Mersin des deux côtés du terrain a été enrayée au retour de Teya Oblak sur le parquet. Comme on peut le voir sur cette action, c'est elle qui a le ballon, est beaucoup moins gênée que Maïté Cazorla avec la pression défensive sur les porteuses de balles et va trouver Vorakova dans l'aile étant donné que Marine Johannes ne défend pas cette passe. On voit ici Bridget Carlton qui lutte pour la position avec Breonna Jones au poste bas. Il ne reste que 4 secondes sur la possession, Vorakova est très loin mais elle a vu le chrono. Elle va alors driver, mais regardez le comportement de Breonna Jones qui empêche complètement Bridget Carlton d'intervenir. Vorakova va pouvoir aller très facilement finir au cercle puisque Natasha Howard n'a pas trouvé bon de venir aider sur cette situation. Et la dernière situation qui a vraiment permis à Mersin d'y croire, c'est ce tir à 3 points de Marine Johannes juste après un temps mort. Le système est très bon avec un pick the picker. Marine Johannes va poser l'écran pour Natasha Howard, puis va prendre l'écran d'Iliana Rupert. Elle va alors se retrouver dans le corner totalement seule, la défense n'a pas bien communiqué, et va prendre un tir qu'on lui connaît en fadeaway pour ramener son équipe à 3 points. Malheureusement pour Mersin, Prague avait trouvé la clé et a pu dérouler sur cette fin de rencontre, notamment grâce à Breonna Jones qui a continué son chantier commencé en première mi-temps. On voit juste ici, Ezi McBegor va recevoir le ballon en tête de raquette alors que Breonna Jones va plonger dans la raquette étant donné que Natasha Howard a un petit peu de retard. Au moment du transfert pour Valerian Ayayi, Natasha Howard a décidé de flopper un peu en espérant que les arbitres sifflent un passage en force. Ce n'est pas le cas, le style de Breonna Jones est excellent. Elle va pouvoir recevoir la balle et finir assez facilement étant donné que Marine Johannes n'est pas assez dans l'aide pour intervenir sur la passe. Mais le vrai dagger de cette rencontre, c'est ce tir de Vioralova qui a été excellente de loin. Encore une fois, une prise de position assez physique de off sur Iliana Rupert, pas de faute, le contact est totalement légal. Étant donné qu'Iliana est tombée au sol, au moment où Off va recevoir le ballon, on va voir toutes les joueuses de Mersin se rendent sur la porteuse de balle, libérant Teya Oblak et Vioralova derrière la ligne à 3 points. Off va alors trouver la skip pass parfaite pour Vioralova qui va pouvoir déclencher et redonner 8 points d'avance à son équipe. Le dernier clou du cercueil vient de la part de, vous l'aurez deviné, Breonna Jones. Après avoir forcé un switch, elle se retrouve avec Marine Fotoux qui défend sur elle au poste bas. Pour elle, c'est barbecue chicken, elle n'a juste qu'à prendre la position. Elle va être très bien servie par Valerian Ayayi et n'a plus qu'à finir, lui permettant de scorer le dernier panier du match et de poser le dernier clou sur le cercueil de Mersin. Prague remporte donc cette Euroleague après avoir dominé sur ces 3 matchs, une victoire totalement méritée au vu du niveau de jeu affiché ce week-end et même sur la saison, car si vous vous souvenez bien, je vous annonce depuis des mois que Prague a le jeu le plus plaisant à voir jouer, et si elle n'avait pas été aussi criblée de blessures, elles seraient très certainement les favorites pour le titre à mes yeux. Car oui, il ne faut pas l'oublier, Prague est devenue championne d'Europe en battant les 2 équipes avec le budget le plus conséquent de l'Euroleague, sans Maria Condé, qui était sa meilleure joueuse sur les premiers mois de la compétition. Cette victoire marque aussi la fin de la carrière légendaire de Natalia Eikova. La coach de Prague termine donc sa carrière avec une 6e Euroleague remportée sur 4 décennies différentes, puisque la première date de 1999. 6 finales, 6 victoires, elle a terminé le jeu, et on ne la remerciera jamais assez pour ce qu'elle a apporté au basket féminin en Europe. Avant de se quitter, un petit retour sur la joueuse de la semaine. Et si mon cœur a fortement penché du côté de Valerian Ayayi pour ses premiers cartons de très haut niveau, c'est logiquement que Breonna Jones a été élue MVP de ce Final Six. Un véritable chantier en finale, 24 points, 11 rebonds à 11 sur 15 au tir, pour 30 d'évaluation en 37 minutes, lui ont permis de faire grimper ses moyennes, elle qui termine sur 3 matchs à 19 points, quasiment 8 rebonds, 2 passes d'ess et 25 d'évaluation. Un titre mérité pour la joueuse de Prague qui a dominé chacun de ses vis-à-vis. Évidemment, vous l'aurez compris, l'Euroleague s'est terminé pour cette saison, mais le basket féminin continue son chemin et dès ce soir, lundi 14 avril à 1h30, vous pouvez suivre la draft WNBA avec notamment Paige Bueckers, numéro 1 incontestable, et la française Dominique Malonga, qui est pressentie top 2 ou top 3 de cette draft. Et si l'événement vous intéresse et que vous souhaitez le vivre en direct, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch de Swiss Swish, vous aurez le lien en description, qui commentera la draft en direct cette nuit. Pour ce qui est de l'Europe, les finales du championnat turc commencent dans quelques jours et opposeront Mersin au Fenerbahçe, 2 équipes qu'on a retrouvées
au Final Six, tandis que côté France, les playoffs de la LFB commencent dans quelques jours également. Mais bon, je ne me précipiterai pas pour les regarder, étant donné que même la présidente de la LFB dit aux joueurs de se barrer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo et pour la saison en Euroleague. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que la couverture de l'Euroleague vous aura plu sur cette deuxième partie de saison. On va continuer cet été avec les événements basket importants, à commencer le week-end prochain par un débrief de la draft. On parlera équipe de France, mais aussi des équipes jeunes sur les compétitions de l'été. De temps en temps, il y aura un petit format sur la WNBA également. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de ce qui se passe dans l'actualité basket féminin. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné sur ce Final Six ou sur la saison en Euroleague en général. On se retrouve dimanche à 19 h. Peace out.